Bonjour, donc j'ai le plaisir de vous présenter cette étude que nous avons menée très récemment et que nous avons appelée le printemps des marketplaces. En fait, nous nous sommes associés avec Miracle et Mobile Payment Service. Moi-même, je suis dirigeant de Roland Berger, qui est un cabinet de conseil en stratégie, notamment en stratégie digitale, mais en stratégie d'une manière générale. L'étude, du reste, j'en ai apporté une centaine d'exemplaires. Vous pourrez la prendre en partant, parce que je ne vais pas pouvoir vous la dévoiler intégralement tout de suite. Voilà pour les éléments introductifs. Il est sorti, en fait, de cette étude, on a interrogé pas mal de monde, et la première conclusion, c'est que le terme printemps est vraiment le bon moment. On vit en ce moment un phénomène de bourgeonnement, où la plupart des acteurs industriels installés, qui sont souvent des intermédiaires, des grossistes, mais aussi des industriels, fourbissent leurs armes pour, je dirais, lancer ce phénomène de marketplace B2B qui fait suite avec quelques années de retard au marketplace B2C et les adapter à leur situation particulière. Le deuxième point assez frappant, c'est qu'on a tous ici dans cette salle un point en commun. Ce point en commun, c'est qu'il y a deux potentiels géants très méchants, un venu de l'Ouest, l'autre venu de l'Est, qui ont en commun d'avoir tous les deux un nom qui commence par A, et qui potentiellement pourraient être des acteurs très puissants de la marketplace. Et donc il est indispensable de très vite s'organiser, mettre en place des flux, que ces flux soient optimum avant que ces gens-là ne s'installent vraiment dans le monde du B2B, après s'installer dans le monde du B2C. L'autre point aussi, c'est qu'il y a certes des acteurs pure players, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs physiques qui ont déjà historiquement qui servent soit des catégories de produits, soit des catégories de clients, et qui voient survenir ce sujet des marketplaces, qui se disent bon, mon Dieu, que faire ? Je dois me lancer dans une marketplace, mais est-ce que je ne vais pas cannibaliser mon business actuel ? Est-ce que je ne vais pas froisser un tel ou un tel qui est déjà actif ? Donc se posent des questions de cannibalisation qui forcément inquiètent un peu tout le monde. Et néanmoins, trois choses nous sont frappées, vous les verrez dans cette étude. Et le premier sur lequel je vais insister tout de suite, c'est l'existence de 4 stratégies d'archétypes, on va dire, qu'on repère. Il y a aussi d'autres phénomènes, je n'aurai pas le temps d'insister dessus, mais sur l'évolution des métiers, notamment des métiers du marketing produit, mais vous verrez les éléments dans l'étude. Alors ces 4 stratégies, les voici, commençons par la première. Déjà, si on pose un peu les basiques, on va dire qu'il y a structurellement un distributeur au milieu de la chaîne qui a souvent une capacité d'atteinte régionale, multirégionale, nationale, éventuellement sur 2-3 pays. Mais voilà quelle est-elle. En amont, il y a des fournisseurs, des industriels qui, eux, ont souvent une atteinte beaucoup plus importante. C'est à minima un pays, un continent, parfois c'est le monde. Ils ont des dimensions industrielles. Et enfin, tout en aval, à contrario, ce sont des clients B2B qui, eux, sont fragmentés, ont souvent une emprise, on va dire, locale, au niveau d'une ville, et éventuellement sont multilocaux. La première catégorie de stratégie, pour l'initiateur de la marketplace, qui, donc là, vous le voyez, MP Initiator, donc l'initiateur de la marketplace, c'est le distributeur. Et la première stratégie consiste à avoir une longue traîne de produits. Donc en fait, à ajouter à son catalogue de produits actuels des produits qui ne sont pas forcément stockés, mais qui sont vendus en marketplace. Ces produits, ils ont la caractéristique d'être souvent différenciants, plus rares, éventuellement saisonniers, des produits festifs, des produits qui sont distinctifs, on va dire, du cœur de marché habituellement vendu par ce grossiste ou ce distributeur. Ça a 2 avantages. Le premier étant de se doter de plus de produits à coût réduit, car évidemment, le problème de ces produits, c'est qu'on ne veut pas les stocker, et donc d'accroître la part d'estomac qu'on a chez les clients. Le deuxième avantage est de s'adresser à des clients plus ponctuels, qui ne sont pas forcément des clients en compte, mais qui sont des clients plus rares, qui éventuellement sont intéressés momentanément par l'offre, parce que en fait, ils ont un besoin momentané, qui peut être lié à des cyclicités au sein de l'année, ou qui peut être lié à l'aspect rare du produit qu'on est en train de vendre. Donc dans l'alimentaire, on pourrait appeler cette stratégie le syndrome fraise des bois, qui est un produit relativement rare, qu'on n'a pas envie de stocker toute l'année, loin s'en faut, vu sa durée de vie. Mais vous comprenez bien le sujet, je crois que dans chacun de vos métiers, il y a ce genre de produit, ça existe. La deuxième catégorie de stratégie, on l'a appelé le one-stop shop, défensif ou offensif. Là, il s'agit de considérer qu'en fait, en tant que distributeur, on s'adresse certes à des clients qui achètent les produits de tout temps. Mais ces clients, ce n'est pas seulement des gens qui ont besoin de produits, ce sont aussi des entreprises. Des petites entreprises, certes, mais des entreprises quand même. Et en tant qu'entreprise, elles ont besoin de plein de catégories de produits en dehors de la catégorie cœur que probablement vous vendez, qui sont souvent le cœur de produits que
eux-mêmes ont besoin dans leur propre métier. Par exemple, ils ont besoin de produits annexes, mais ils ont aussi éventuellement besoin de services. Et de services qui potentiellement sont customisés pour telle ou telle catégorie de produits. Donc en fin de compte, on voit le client comme une entreprise. Par exemple, les restaurateurs ont tous en commun d'être des restaurateurs, d'avoir des besoins d'intérim. Idem pour les garagistes. Tous ces gens-là ont aussi des besoins d'assurance. Ils ont aussi des besoins de produits bancaires. Ils ont aussi toutes sortes de besoins de services. Alors les services sont une formidable façon de créer des choses un peu complexes sur lesquelles les deux grands géants auront du mal à s'immiscer. Parce que pour que ça fonctionne, il faut soit qu'il soit, on va dire, très standardisé, soit qu'il soit très customisé, très tailor-made pour les clients. Et en effet, si on a une catégorie, si on a une panoplie de services qui est vraiment customisée pour une catégorie, on va dire, de clientèle, par exemple d'artisans, certes, c'est assez compliqué à monter, mais à contrario, ça crée des barrières à l'entrée relativement conséquentes. Voilà pour les deux stratégies principales qu'on repère chez les grossistes. Il y en a une troisième qui est assez intéressante et qui est en fait l'inverse. C'est une place de marché inversée. Cette fois-ci, le grossiste n'est plus l'initiateur de la marketplace. L'initiateur, c'est l'industriel. Et l'industriel profite de cette formidable opportunité qu'est la marketplace pour se dire, tiens, jusqu'à présent, je servais mes grands comptes en direct. Et pour l'énormité de la longue traîne de clients de taille petite et moyenne, je n'avais d'autre choix que de me reposer sur mes distributeurs. Souvent, ces industriels ont monté en place ce qu'ils appellent des store locators. Donc, c'est des sites internet sur lesquels ils renvoient vers les sites internet de leurs distributeurs, de leurs grossistes. Ces store locators, peut-être un peu plus puissants, peuvent même permettre de naviguer dans l'assortiment de l'industriel. Et puis à la fin, quand on veut le produit, on va chez le grossiste. Mais l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est que l'industriel va jusqu'à proposer au client final une expérience d'achat qui va jusqu'au paiement, jusqu'au choix du distributeur. Et finalement, le distributeur n'est plus qu'un distributeur parmi tant d'autres qui se fait mettre en concurrence contre d'autres distributeurs qui se couvrent la même zone géographique et qui se battent à la fin sur les prix et sur éventuellement leur réputation de sérieux. Donc, il y a une très grande société très connue qui fait ça et de manière publique, on peut en parler, c'est Hewlett-Packard Enterprise, qui vend ainsi ses serveurs informatiques par le biais de sa place de marché. Alors évidemment, le discours est intéressant puisqu'en fait, vu de l'industriel, ça consiste à dire je veux me doter d'une stratégie digitale qui ne fait pas directement, qui ne cannibalise pas complètement mes distributeurs, puisqu'à la fin, je me repose sur eux, sur leur capacité logistique, sur leur capacité de vente et d'installation locale. Je leur fais l'aumône de ne pas avoir besoin de stratégie digitale, puisque je m'occupe d'eux, en fin de compte, c'est moi qui est là pour faire la stratégie digitale indirectement. Évidemment, à long terme, c'est un gros avantage pour l'industriel, puisqu'il devient le primo-contractant, celui qui a le flux de l'information et qui contracte avec des clients qui, jusqu'à présent, lui étaient complètement opaques et qu'il ne connaissait pas. Néanmoins, je le mentionne parce que ce type de stratégie va se développer très fortement, vous verrez, toutes les fois notamment où l'acte d'achat est plus focalisé sur la puissance d'une marque, et en tout cas autant focalisé sur la puissance d'une marque que sur la proximité d'un distributeur. C'est typiquement le cas dans l'informatique, où en effet, des marques comme Hewlett-Packard sont des marques mondiales. C'est le cas en fait toutes les fois où il y a un produit ingénieré avec souvent des usines qui sont capables de traiter le monde et des chaînes d'installation très longues et complexes. C'est le cas dans l'informatique, c'est aussi le cas par exemple dans le matériel agricole. Vous voyez, toutes les fois qu'il y a des concessions, le parallélisme peut être fait. Alors, ce modèle, on le retrouve aussi sur des marketplaces où l'organisateur n'est pas forcément un industriel, mais est un opérateur physique qui aujourd'hui regroupe des grossistes dans un même lieu. Hein, si vous réfléchissez par exemple à ce que sont les marchés d'intérêt nationaux tels que Rungis, vous avez là évidemment un lieu physique dans lequel on regroupe toutes sortes de distributeurs. Eh bien, mettre en place une marketplace dans ce genre de cas consiste à finalement à nouveau doter ses propres distributeurs d'un outil technologique digital et donc peu à peu en être soi-même propriétaire. Mais en même temps, on les aide à devenir digitaux. Enfin, la quatrième stratégie, on l'a appelée Business Model Transformation. Elle consiste à profiter de la marketplace pour mettre en place un système où acheteurs et vendeurs peuvent se parler alors que jusqu'à présent, il leur est difficile de se parler. C'est en fait une bourse et c'est toutes les fois où il y a une infinité de complexité en amont et en aval. Par exemple, c'est le cas dans beaucoup de produits de recyclage
où on a besoin que le produit que l'on recycle ait des caractéristiques physiques, par exemple, qui soient exactement semblables à celles dont le client final aura besoin. Recyclage de plastique, recyclage de carrosserie, de voitures, par exemple, recyclage de plein de choses. Vous voyez bien que là, il y a une vraie complexité pour que l'offre et la demande se rencontrent. Et elles se rencontrent traditionnellement avec difficulté, parce qu'il y a une multiplicité excessive en amont et une imprévisibilité de la demande en aval qui fait qu'il est très difficile que les deux se rencontrent. C'est aussi le cas, par exemple, dans les produits on va dire de pêche, les produits de pêche, où il y a une imprévisibilité de ce que sera la pêche du jour. Et donc ce métier, qui est un métier aujourd'hui physique, qui est un métier de marailleur, qui se fait entièrement au téléphone, et qui permet d'équilibrer en permanence l'offre et la demande, peut assez naturellement être complètement transformé par la marketplace, qui peut instantanément équilibrer la qualité de ce qui est vendu, de ce qui a été pêché, de ce qui va être acheté. Donc là, en fait, dans ce cas-là, l'initiateur de la marketplace est une société plutôt pure player, intermédiaire, et qui a comme intérêt, finalement, de créer un flux, de l'organiser, éventuellement aussi de commercialiser des données qu'il crée à l'occasion, telles que par exemple des cours, telles que par exemple des informations qu'on peut vendre en amont ou en aval. Ça peut s'envisager aussi dans les matériaux de construction, dans toutes sortes de secteurs. Alors, voilà pour les 4, je dirais, archétypes de stratégie de marketplace accolés à des acteurs traditionnels. On peut aussi aller imaginer d'autres choses, hein, notamment dans le domaine du e-procurement, où cette fois-ci la marketplace ne serait plus l'occasion finalement de vendre au grand monde des produits, mais d'installer une solution propriétaire auprès d'un grand compte ou auprès de comptes diffus. Donc on voit que les stratégies sont en train de s'affiner et de s'avancer. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on pense, chez Schellenberger, qu'on est en train de vivre en ce moment, hein, je pense, le passage du printemps à l'été. On va voir vraiment les choses se cristalliser. D'après nous, il est encore vraiment temps de mettre en place des stratégies de marketplace maintenant, parce que les jeux ne sont pas faits du tout. Et in fine, il faudra tout de même des flux importants. Il faudra que ces flux s'organisent sur des produits qui ont un caractère légèrement pénurique pour que véritablement les marketplaces trouvent un intérêt. Et enfin, que souvent ça s'organise là où la supply chain préexiste, ou en tout cas qu'elle puisse facilement se mettre en place. Car si elle est complexe à mettre en place, alors c'est celui qui tient véritablement la supply lui-même qui en fait est capable d'être l'organisateur. En synthèse, voilà donc les quatre modèles. Vous verrez dans l'étude, il y a aussi des éléments intéressants sur deux autres choses que sont l'évolution des métiers, car en fait, les métiers commerciaux en aval, mais aussi marketing produit en amont, vont être amenés à évoluer. Finalement, ce métier de la marketplace est un métier un peu intermédiaire entre un pur loueur d'espace et un acheteur en ferme. C'est des métiers qui sont aujourd'hui opérés par par exemple les grands magasins typiquement, ou encore les gens qui vous vendent des produits d'occasion, qui doivent, je dirais, référencer des produits, ne prennent pas un risque excessif en les référençant, puisque finalement ils n'ont pas besoin de les acheter en ferme, mais pour autant ils doivent bien choisir ce qu'ils référencent. Donc c'est vraiment ce métier de sélectionneur, de vendor manager, qui je pense va se développer très fort, ainsi que le métier d'organisateur de transport, parce que la plupart du temps les marketplaces se reposent sur des transporteurs tiers.